Mais parmi tous ces mondes, il n'y en a que 10 qui possèdent une vraie atmosphère. Je peux presque faire un quiz. Quelles sont ces 10 atmosphères? Elle est très forte. Dans les années 70, quand la sonde Mariner 9 est arrivée sur Mars, il y avait une tempête de poussière énorme, globale. Planétologues de l'époque se sont dit qu'est-ce qui se passe? Ils ont regardé, ils ont vu que la température à la surface devait être beaucoup plus froide. Ils se sont dit heureusement que ça n'arrive pas sur Terre. Et puis on était dans les années 70, en pleine guerre froide. Ils se sont dit en fait, ça peut arriver. Si on envoie des bombes atomiques, on va soulever énormément de poussière sur Terre, de cendres. Ils ont calculé et ils ont développé le concept d'hiver nucléaire qui a joué un rôle majeur à l'époque dans les négociations de désarmement. François Forget, vous êtes planétologue, directeur de recherche au CNRS. Vous avez travaillé sur de nombreuses missions d'exploration planétaire avec l'ESA, avec la NASA, car vous êtes spécialiste du climat, mais pas simplement spécialiste du climat sur Terre, spécialiste du climat sur les planètes, notamment les planètes du système solaire, parce qu'il y a beaucoup de climats différents dans les planètes qui composent notre système solaire, des paysages très très variés, des conditions très très variées. Est-ce que vous pouvez commencer par nous expliquer quels sont les paramètres, les grands paramètres qui président au climat d'une planète? Comment on les différencie entre elles? Alors, le premier point, évidemment, ça va être la distance au Soleil, tout simplement. Ça, je pense instinctivement, tout le monde le comprend. Hein. C'est comme si vous avez un feu dans une cheminée. Si vous êtes à côté, vous allez avoir chaud. Si vous êtes loin, il fait froid. Et donc, immédiatement, par un petit calcul rapide, on peut estimer qu'il va faire très chaud sur Mercure et beaucoup plus froid sur Pluton. Mais quand je dis plus froid, c'est beaucoup, beaucoup plus froid. Parce que le flux solaire, l'énergie diminue avec la distance au carré. Et pour vous donner des ordres de grandeur, nous sommes à une certaine distance qu'on appelle une unité astronomique, c'est la distance Terre-Soleil. Mercure va être à 1/3 de cette distance-là, donc reçoit 10 fois plus d'énergie solaire. Vraiment, il fait chaud, jusqu'à 400 degrés côté jour. Et puis Pluton va être 30, 50 fois plus loin. Donc on reçoit un millième, même pas un millième de l'énergie que reçoit Donc il va faire là, typiquement, moins 230, 250, 240 degrés Celsius. Donc c'est des froids extrêmes. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, tout de suite, j'ai envie de le dire, c'est va être la présence ou pas d'une atmosphère. Et dans le système solaire, eh bien, il y a vraiment de très nombreux mondes dans le système solaire. Si on compte les planètes elles-mêmes, les lunes autour des planètes, et puis tous ces petits mondes qu'on a découverts au-delà de Neptune, dont Pluton, dont Eris, qui est encore plus massif que Pluton, des dizaines et des dizaines de mondes. On peut estimer qu'il y a presque littéralement des mondes qui vont avoir la forme de sphères, qui sont capables d'avoir des glaciers, etc., jusqu'à presque une centaine, qui vont faire plusieurs centaines de kilomètres de diamètre. C'est vraiment beaucoup de choses. Mais parmi tous ces mondes, il n'y en a que 10 qui possèdent une vraie atmosphère, c'est-à-dire sur lequel il y aura des vents, il y aura des brumes et des nuages. Je peux presque faire un quiz. Quelles sont ces 10 atmosphères? Elle est très forte. Donc Vénus, la Terre, Titan... Titan, satellite de Saturne. Ouais. On inclut Mars. Ouais, Mars. Alors, on inclut les planètes géantes. On inclut les planètes géantes. Qui ont des atmosphères extrêmement épaisses au point qu'il n'y a pas réellement de surface. Quand on descend, au bout d'un moment, le gaz devient tellement sous pression qu'il devient métallique. Il n'y a pas de surface vraiment. Donc ça, c'est Jupiter, Uranus, Neptune et Saturne. Et il reste 2 mondes, pas toujours identifiés comme tels, qui ont des très belles atmosphères avec des brumes, des nuages, des glaciers. J'aurais dit peut-être en Slade, non? Non, en Slade, il n'y a pas du tout d'atmosphère. Il y a de la glace et un océan sous la glace. Ces 2 mondes, c'est Pluton, qui a été vraiment révélé par la mission New Horizons, à laquelle j'ai eu la chance de participer en 2015. On a survolé Pluton. On a découvert un monde magnifique, avec une magnifique atmosphère, pleine de brumes, c'est fantastique. Et puis, le moins connu, c'est Triton. Triton, c'est un satellite de Neptune, mais qui possède aussi une très belle atmosphère, comparable à celle de Pluton, avec donc environ, la pression à la surface, c'est 1 pascal, c'est-à-dire 100 000 fois moins que sur Terre. Mais ça suffit pour avoir des geysers, des brumes, une activité des glaciers, et donc autour de Neptune. Donc vous avez donc Pluton. Comme Triton, c'est très exotique. Il y a des glaciers d'azote à la surface et puis une atmosphère d'azote en équilibre avec ces glaciers. Ce sont des mondes magnifiques, par contre, très très beaux. Donc voilà, le deuxième critère, c'est d'avoir une atmosphère parce que évidemment ça change
pour ce qui nous, scientifiquement et physiquement, l'environnement tout de suite. Dès qu'on a une atmosphère, encore une fois, il y a des brumes, ça permet quand même d'avoir encore une fois des dépôts de glace à la surface qui vont être en équilibre et ça fait une activité géologique vraiment sans rapport. Ensuite, si on regarde, eh bien, la question va se poser de savoir, si on regarde avec cette question de ce qui concerne justement la possibilité d'eau liquide, par exemple, ça va être de savoir si c'est un monde complètement rocheux, comme Mercure, comme la Lune, ou au contraire sur lequel il va y avoir de la glace. Et souvent, quand il y a de la glace, alors il y a beaucoup de mondes qui sont des lunes glacées, c'est-à-dire il y a un manteau de roche, d'accord, mais il y a peut-être 100, 200, 300 km de glace d'eau, d'eau qui fait le manteau extérieur, alors que sur Terre, il y a quelques milliers de mètres d'eau, puis des continents qui émergent. Donc là, ce sont des mondes complètement couverts de glace. Et souvent, en profondeur, il y a une couche où il fait chaud et l'eau est là. Et donc, vous avez des océans souterrains. Et alors, on ne parle plus de climatologie, mais c'est quand même des environnements, on va dire, d'océanologie qui sont quand même passionnants. On se demande ce qui se passe. Après, je peux continuer, je pourrais dire que la vitesse de rotation joue un grand rôle dans le climat et la circulation atmosphérique. Si je prends par exemple le cas de Vénus, Vénus tourne sur elle-même extrêmement lentement, en plusieurs centaines de jours. Et ça change complètement la circulation atmosphérique, sachant qu'elle a une très épaisse atmosphère. Mais par ailleurs, la circulation atmosphérique sur les mondes qui tournent lentement est caractérisée par ce qu'on appelle une superrotation, de manière assez systématique. C'est le cas sur Titan aussi. C'est-à-dire que vous avez une planète qui tourne très lentement, mais l'atmosphère, elle, tourne d'un seul bloc à grande vitesse. Sur Vénus, par exemple, les nuages tournent sur eux-mêmes en 4 jours, à plus de 100 mètres par seconde, donc plus de 400 km/h en altitude. Un peu pareil sur Titan. Alors que les mondes qui tournent sur eux-mêmes plus rapidement, et je prendrai comme exemple Mars ou la Terre, là, on retrouve des phénomènes météorologiques universels qui sont... Qu'est-ce que vous connaissez sur Terre? On va avoir des dépressions, des anticyclones aux moyennes latitudes, avec des vents d'ouest, exactement pareil que sur Terre. Sous les tropiques, on va avoir des vents alizés, des vents de mousson, une cellule de Hadley dans notre jargon. On retrouve ça sur toutes les planètes sur lesquelles ça tourne vite. Puis enfin, vous avez les cas un peu plus compliqués, qui sont les planètes géantes, qui tournent très vite sur elles-mêmes. Et finalement, vu leur grande taille, les mêmes mécanismes qui créent les dépressions, les anticyclones, là vont créer des espèces de tourbillons et vont créer plein de jets. Au lieu d'avoir sur Terre, peut-être certains connaissent le jet stream, on entend parler quand on prend l'avion, c'est ces vents d'ouest qui dominent à l'altitude de la France. Là, on va avoir plein de jets qui vont tourner dans un sens, dans l'autre, et avec plein de tourbillons qui font la taille de la Terre parfois, mais quand même, qui rendent la météorologie des planètes géantes d'une complexité effarante qu'on commence juste à aborder scientifiquement, disons, avec des modèles numériques pour essayer de comprendre ce qui se passe. Alors justement, livrons-nous à un exercice de comparaison. Est-ce qu'on peut essayer de les caractériser chacune, en commençant par Mercure? Quel est le climat sur Mercure? Est-ce qu'il y a un climat sur Mercure? Alors Mercure, je dois dire, il n'y a pas d'atmosphère du tout. Au premier ordre, si vous n'êtes pas connaisseur, ça ressemble un peu à la Lune. C'est une croûte très ancienne, avec beaucoup de cratères. Quand on s'intéresse à ce qui s'y passe, on se rend compte que c'est un monde différent, passionnant. On a d'ailleurs une mission européenne en route vers Mercure, elle s'appelle Bepi-Colombo, et ça va être passionnant. Pourquoi? Parce qu'en fait, sous une croûte de roche, vous avez un noyau énorme métallique. Étonnant. Et ce noyau énorme métallique crée un champ magnétique très puissant. Étonnant. Alors ça fait que toutes les particules qui viennent du Soleil, il leur arrive des trucs assez complexes. Donc l'interaction entre Mercure et le vent solaire, on appelle ça, crée des phénomènes. Sur Terre, ça crée des aurores, par exemple. Voilà, sur Mercure, c'est encore autre chose. Alors, si je vous décris un peu Mercure au niveau climat, ok. Alors Mercure, évidemment, côté jour, en plus elle tourne elle-même très lentement, il va faire très chaud, jusqu'à 400, 450 degrés. Côté nuit, par contre, ça se refroidit. Là, on arrive à des températures froides, négatives, très nettement négatives. En plus, Mercure étant près du Soleil, il lui arrive 2 choses. D'abord, quand on est près de son étoile comme ça, on ressent très fortement les forces de marée. Les forces de marée, on les connaît sur Terre. Les marées, c'est ce qui fait... ça malaxe un peu les océans, ça fait que la mer monte au Mont-Saint-Michel, etc. Sur Mercure, la même chose s'est fait sur la croûte. C'est un peu compliqué physiquement, mais au bout d'un moment, Mercure a eu son axe de rotation complètement redressé. C'est un des effets. Donc, elle tourne exactement perpendiculairement à son orbite. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les rayons du Soleil, au niveau des pôles, sont toujours parfaitement rasants. Et comme il y a des cratères, dans les cratères de Mercure au pôle, on est dans la nuit permanente. Et bizarrement, Mercure, qui est un des endroits les plus chauds du système solaire, au pôle,
vous avez parmi les endroits les plus froids du système solaire. Ce qui fait que toute l'eau qui passe dans le coin, les comètes qui s'écrasent, l'eau elle finit là, piégée, et il y a des glaciers. Il y a des glaciers au pôle de Mercure, dans les pôles à l'ombre. L'autre point que je peux dire, puisqu'on parle climat, on va pas avoir le temps de tout détailler, mais les forces de marée ont aussi fait qu'elle est elle est ce qu'on appelle dans une rotation, dans une résonance. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'elle fait exactement, quand elle fait 2 tours autour du Soleil, elle fait 3 tours sur elle-même. Et comme elle a une orbite un peu excentrique, là, je pense que vous avez du mal à imaginer, ça fait que quand on est sur Mercure, des fois, il y a des endroits, le Soleil se lève, il se recouche et il se relève. Ou alors si vous êtes vraiment à l'endroit du midi, le soleil monte à midi, fait demi-tour et repart. Voilà, des petits fun facts sur Mercure. Alors allons-y, continuons. Vénus. Alors Vénus, c'est une planète qui fait la taille de la Terre. Mercure était plus petit. Fait la taille de la Terre, qui a beaucoup de points communs comme ça avec la Terre. Sauf que le plus important à retenir, c'est qu'elle est recouverte d'une épaisse atmosphère de dioxyde de carbone. On pense qu'elles sont nées pareilles, la Terre et Vénus. Sauf que sur Terre, tout ce dioxyde de carbone, 90 atmosphères sur Terre, ça s'est dissous dans l'eau, ça a fait les roches calcaires qui ont constitué, par exemple, les falaises d'Étretat. Tandis que sur Vénus, non, tout le CO2 est accumulé sous forme d'atmosphère. Le CO2, c'est un gaz à effet de serre. Alors sur Vénus, ça rigole pas, même si elle est protégée par des nuages extrêmement brillants, qui fait que s'il n'y avait pas d'effet de serre, elle serait plus froide que la Terre, puisque toute l'énergie solaire est réfléchie dans l'espace. L'effet de serre est tel qu'à la surface, il fait 450 degrés selon l'endroit où on est, mais en gros 450 degrés. C'est vraiment une fournaise avec haute pression. Alors, si vous arrivez sur Vénus, là vous la voyez, vous arrivez avec votre sonde, on va faire ça bientôt. Je travaille sur un projet qui s'appelle Da Vinci, on va retourner sur Vénus, on l'a déjà fait dans le passé, mais là on espère, si le budget de la NASA est préservé, pouvoir y retourner au début des années 2030. On va envoyer une sonde, elle va arriver, descendre dans l'atmosphère, et puis vers 60 km d'altitude, elle va arriver dans une épaisse couche de nuages, presque 30 km d'épaisseur, vraiment opaque. On ne voit rien depuis l'orbite, on ne voit pas la surface. Il faut utiliser des radars pour voir la surface, on l'a fait. Alors on descend dans cette épaisse couche nuageuse, couche pas très sympathique, c'est à peu près un quart ou un tiers d'eau, et le reste c'est de l'acide sulfurique. Donc c'est très agressif. On descend là-dedans, et puis quand on commence à arriver en bas des nuages, la température augmente jusqu'à arriver à la surface. Alors par contre, sous les nuages, l'atmosphère est assez transparente. Il faut imaginer. Puis une fois qu'on est à la surface, 450 degrés, on ne voit pas du tout les étoiles avec tous ces nuages. Et en fait, avec tout ce épaisse atmosphère, on a un phénomène qui va être l'équivalent de quand le soleil se couche sur Terre. Il y a tellement d'atmosphère entre la surface et le soleil, c'est qu'il y a une ambiance un peu orangée, une espèce de coucher de soleil permanent. C'est des calculs qu'on a fait. Les premiers qui ont mesuré ça, c'est les Russes, et dans un article, ils avaient conclu que la lumière sur Vénus a été équivalente à celle d'un jour d'hiver très nuageux à Moscou. Le tout orangé. Ça veut tout dire. Le tout orangé. Tristan Bay, vous êtes journaliste scientifique au Figaro. C'est envisageable, ça, un robot qui soit capable de résister à l'atmosphère de Vénus? C'est quelque chose que... À la surface, non. Aujourd'hui, c'est surtout la température qui est vraiment très problématique. De l'électronique à 450 degrés, c'est extrêmement compliqué. Aujourd'hui, on ne sait pas faire. Donc vraiment... Là, Da Vinci, c'est un projet de sonde, c'est du one-shot, ça envoie des, données, elles ne restent pas très longtemps. Pour toutes les sondes, c'est pareil, en fait, on les protège le mieux, on leur met un isolant, une espèce d'édredon autour d'eux, elles descendent, donc l'extérieur de la sonde monte jusqu'à 450 degrés, et puis à l'intérieur, au début il fait 30, puis 40, puis 50, et puis à un moment donné, la température est telle que les batteries fondent, l'électronique fonde, ne fonctionne plus, et ça s'arrête. Donc ça survit quelques dizaines de minutes à la surface, mais pas plus. On ne peut pas faire grand-chose d'autre. Non, l'idée serait d'envoyer des ballons pour rester très en hauteur et pouvoir éventuellement... Il n'y a pas de projet, mais il y a des concepts de ballons métalliques, par exemple. Oui, il y a un chercheur assez légendaire qui s'appelle Jacques Blamont, qui est décédé il y a quelques années, mais il n'y a pas très longtemps, et qui avait initié des gros projets de ballons qui finalement n'ont pas eu lieu, mais avec la France, mais qui finalement quand même se sont déroulés c'est le projet Vega en 1986, qui ont mis 2 ballons dans la couche nuageuse de Vénus, et on les a vus, j'ai évoqué tout à l'heure, il y a une super rotation, donc l'atmosphère tourne sur elle-même en 4 jours, et on voit les nuages qui tournent comme ça. Il n'y a pas eu beaucoup de science qui a été faite avec ça, mais c'était comme une belle réussite.
sur une inspiration française, mais finalement une réalisation essentiellement soviétique. Alors continuons notre voyage d'exploration des climats du système solaire à la planète Mars. On pourrait dire il y a, parmi tous les objets du système solaire, et dans le système solaire, il y a plein d'endroits magnifiques, plein de mondes extraordinaires. Mais Mars est un petit peu particulier parce que c'est de loin le monde qui ressemble le plus à la Terre. Alors c'est une petite Terre, c'est 2 fois plus petit en diamètre. Mais bon, c'est grand quand même. Il y a autant de surface sur Mars que sur tous les continents de la Terre. Par contre, même si c'est une petite planète avec une atmosphère fine, la durée du jour, c'est 24 h 40 minutes. L'inclinaison de l'axe de rotation qui régit les saisons, c'est comme sur Terre. Ça ressemble beaucoup, c'est comme un désert, un désert, petite terre glacée. Et donc, quand on étudie Mars, on apprend beaucoup sur la Terre, c'est un peu comme 2 sœurs. Et c'est le cas aujourd'hui, mais alors c'était encore plus le cas dans la jeunesse des planètes. Toutes les planètes ont 4,5 milliards d'années, et pendant le premier milliard d'années, sur Terre, il y avait des océans, la vie est apparue. Et sur Mars, il y avait aussi de l'eau liquide, des lacs, des rivières, et on se demande si la vie est apparue. Ça lui donne un intérêt fantastique. C'est le seul endroit où vraiment on se dit c'était comme la Terre, Et puis enfin, il faut ajouter que, à part la Lune, c'est le seul endroit en gros où on peut envisager, et on envisage, d'envoyer des astronautes. Parce que c'est pas très loin, et puis voilà, il y a une surface, il y a une atmosphère. Et donc, ça lui donne toutes ces caractéristiques, lui donnent un intérêt particulier. Et on l'étudie depuis longtemps. C'est pas très loin. Vénus, c'est pas très loin non plus. Mais Vénus, c'est une énorme atmosphère, il fait 450 degrés à la surface, on peut pas y aller. C'est beaucoup plus compliqué. Mars, c'est déjà abordable. Tristan Weil, vous êtes journaliste scientifique au Figaro, chef de service sciences au Figaro. À votre avis, pourquoi cette obsession pour la planète rouge ? Il y a plein de raisons, mais je pense que déjà historiquement, c'est une planète qui apparaissait orangée dans le ciel. Donc même pour les anciens, ils l'ont appelée Mars, en référence au dieu de la guerre, pour son côté rouge, le côté sanguin. Donc il y a aussi ça travaille dans l'imaginaire collectif. Plus récemment, il y a d'autres choses. Quand on a commencé à braquer les télescopes, elle est assez proche, comme le disait François, il n'y a pas d'atmosphère épaisse, donc on voit sa surface, et on croyait discerner dessus des canaux, ce qui ressemblait à des ridules, et qu'on a pris pour des canaux. Donc on a cru pendant longtemps que la question n'était pas tant de savoir s'il y avait de la vie sur Mars ou non, mais de savoir à quoi elle ressemblait, s'il y avait une vie intelligente, j'exagère à peine. On en est revenu de ça petit à petit, on se demande plein de choses, mais voilà, je pense que c'est tout ça qui fait de Mars une planète, c'est la plus accessible, et on peut se poser à sa surface, et du coup, faire une base sur Mars, ça paraît envisageable. En allant explorer le système solaire, et notamment Mars, on apprend énormément sur la physique des mondes, donc sur notre propre planète, et il y a quelque chose de vraiment logique d'explorer scientifiquement, de faire de la pure recherche scientifique. Ce tour d'horizon est passionnant. Revenons maintenant sur Terre. Qu'est-ce que l'étude du climat de ces planètes du système solaire nous apprend sur le climat de notre planète, la Terre ? Plein de choses. Donc, on fait ce qu'on appelle de la climatologie, et en l'occurrence de la climatologie comparée. Je vais me répéter peut-être, mais de même qu'en médecine, on apprend en étudiant les autres animaux, et bien là, on apprend plein de choses. Alors, le principe, c'est le suivant, c'est que, quelque part, ça nous permet de tester des concepts. Vous imaginez, si on n'explorait pas du tout les autres planètes, on serait en train de se dire, bon, il y a des ondes baroclines, il y a des vents alizés, mais ce serait très limité. C'est quand même intéressant de les retrouver ailleurs. On généralise les concepts, et franchement, on comprend mieux, on digère mieux les concepts. Ensuite, dans bien des cas, il y a des effets qui sont subtils sur Terre, donc qui se mélangent, et puis qui dominent ailleurs. Et donc, on va tout d'un coup comprendre que oui, en fait, c'était cette cascade d'énergie qui régit les jets sur... Ok. En fait, c'est ça qui explique tel phénomène subtil sur Terre, mais qui est important pour comprendre le climat. Et puis, ça donne des nouvelles idées. Je peux donner un exemple, j'en ai plein des exemples, mais j'aime bien donner l'exemple suivant, c'est que dans les années 70, quand la sonde Mariner 9 est arrivée, c'est la première sonde qui s'est mise en orbite autour de Mars, elle est arrivée, sur Mars, il y avait une tempête de poussière énorme, globale, un phénomène météorologique vraiment extraordinaire qui a lieu de temps en temps. Donc on ne voyait rien à la surface. Et là, les planétologues de l'époque se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Ils ont regardé, ils ont vu que la température à la surface devait être beaucoup plus froide. Ils se sont dit, heureusement que ça n'arrive pas sur Terre. Et puis, on était dans les années 70, en pleine guerre froide. Ils se sont dit,
En fait, ça peut arriver. Si on envoie des bombes atomiques, on va soulever énormément de poussière sur Terre, de cendres, des incendies, etc. Ils ont calculé et ils ont développé le concept d'hiver nucléaire qui a joué un rôle majeur à l'époque, c'est il y a 50 ans, hein, dans les négociations de désarmement, dans les négociations SALT, etc. L'hiver nucléaire est l'argument, parce que c'est non seulement on fait exploser des cités, mais on fait la fin du monde partout, hein, parce qu'il n'y a plus de végétation. Donc on s'est dit, oula. Et c'est Mars qui a donné l'idée. Un autre exemple, sur Vénus. Quand on a commencé à explorer Vénus, on voit qu'il y a du chlore, beaucoup de chlore. Enfin, il n'y en a pas tant que ça, mais on se dit, il faut comprendre ce qui se passe. On fait des mesures en laboratoire, on commence à faire des premiers modèles sur le papier et puis dans les ordinateurs. Et on a trouvé ça très exotique. Sur Terre, il n'y avait pas de chlore. Il n'y a pas de chlore dans l'atmosphère. Jusqu'au jour où on a découvert qu'il y avait le trou dans la couche d'ozone. Et là, on s'est dit, qu'est-ce qui se passe, etc. Et les gens se disent, mais ça tombe, il y a un tout petit peu de chlore, les chlorofluorocarbones pourraient jouer un rôle, mais on n'y connaît rien. Ah ben non, sur Vénus, ils ont déjà développé les modèles, ils ont fait toutes les mesures en laboratoire sur la réaction chimique. Hop, on installe ça sur Terre, on comprend l'origine du trou dans la couche d'ozone. Un prix Nobel plus tard et des mesures de l'ONU, il y a le trou de la couche d'ozone est en train de disparaître, à l'origine grâce à Vénus. Mais le vrai gros exemple que j'ai envie de mettre en avant, c'est celui sur lequel nous on travaille, et je pense qu'il est le plus important, en toute modestie, c'est le fait qu'en fait, beaucoup de travaux qu'on fait maintenant sur Terre, toute notre compréhension du changement climatique inexorable, d'abord quand on fait de la planétologie, on se rend bien compte qu'il n'y a pas de débat, hein. Si vous multipliez par 2 ou 3 ou 4 la quantité de CO2 sur Terre, vous pouvez prendre n'importe quel modèle, n'importe quelle planète, ça va changer le climat. Et donc ça, je tiens à affirmer très fort. Et puis surtout, on essaye de comprendre ce qui va se passer, à la fois pour pouvoir mieux le mitiger et se préparer, et à la fois pour peut-être compenser des choses. On fait ça avec des modèles numériques qui sont en fait, on essaie de reproduire tout ce qui se passe dans l'atmosphère de la Terre à base d'équations physiques dans un superordinateur. Et cette chose-là, ces méthodes-là, on les a depuis longtemps adaptées et testées sur les autres planètes, sur Mars, sur Vénus, sur Pluton, sur Titan, sur les planètes géantes. Et bien en fait, quand on fait ça, tout ce que j'ai raconté tout à l'heure, des effets subtils ailleurs vont apparaître comme évidence sur Terre, ça fonctionne. Quand, c'est déjà il y a quelques années, on a pris le modèle terrestre, qu'on l'a adapté à Mars, ça fonctionnait bien, mais par contre il y avait un problème. On n'avait pas du tout une circulation comme observé, il y avait un problème numérique de stabilité. Donc mon collègue Frédéric Ourdin s'est penché sur les équations, il s'est dit mais là on a trop simplifié les équations dans le modèle terrestre. En fait, il ne faut pas négliger ce terme pour conserver le moment cinétique. Je ne vais pas aller dans les détails. Il a dit autant le rajouter sur Terre. On l'a rajouté sur Terre et tout d'un coup, un problème historique du modèle qui était qu'on modélisait, on comprenait mal la mousson indienne, s'est trouvé résolu. Et c'est Mars qui a donné l'idée. Et j'ai plein d'exemples sur la couche limite, sur la turbulence, il y a pas mal d'exemples ailleurs. Et puis c'est quand même intéressant de voir, quand on teste ces modèles qui sont parfois mis en question, en particulier par les climato-sceptiques, mais quand même on a envie de faire confiance, quand on les adapte ailleurs, premièrement ça marche le plus souvent, vraiment ça confirme que l'approche physique qui est utilisée sur Terre est une bonne idée. Puis de temps en temps il y a des problèmes. Et là, ça nous donne une leçon et qu'on peut appliquer sur la Terre. Et ça, c'est ce qu'on pratique nous. Il se trouve que c'est ce que je fais moi dans mon laboratoire avec notre équipe. Et ça nous oblige au quotidien, dans notre laboratoire, on partage les bureaux et les couloirs avec des gens qui travaillent sur la modélisation du climat terrestre pour le GIEC, etc. Et puis nous, sur le côté, on teste ça sur les autres planètes. Donc on fait au quotidien cette planétologie comparée. C'est pas simplement un beau discours, il y a une petite réalité. Bon, la réalité, c'est que nous, on est aussi motivés par la science des autres planètes, l'exploration. Mais bon, on aime bien cette idée que nos connaissances en climatologie va de la Terre aux autres planètes et des autres planètes vers la Terre. Tristan Ray, le mot de la fin, on s'arrête là. Je trouve que c'est une très belle idée, parce que je trouve que ça montre, ça rappelle aux gens peut-être qui ne le savent pas, qui pensent que les climatologues vivent dans un monde clos et qu'ils répondraient à une idéologie, qu'en fait, dans la vie réelle, ça ne marche pas comme ça. C'est des communautés scientifiques qui se parlent, qui échangent, et la climatologie n'est pas simplement
le réchauffement climatique n'est pas simplement une conclusion à laquelle sont arrivés quelques chercheurs dans leur coin, elle est partagée maintenant par tout le monde. L'ensemble des géologues, des planétologues, d'autres communautés qui se sont penchées, avec qui ils ont discuté, etc. Tout le monde est d'accord. Il y a des petites incertitudes sur des petits paramètres du modèle, on ne se connaît pas bien le rôle exact des nuages, le rôle de la végétation, il y a des choses, mais on utilise plein de modèles différents et tout va dans le même sens. Et je pense que c'est important de rappeler que voilà, aujourd'hui c'est quelque chose de bien compris. Merci beaucoup Tristan Way pour ces explications et pour vos avis toujours éclairés. Vous êtes journaliste scientifique au Figaro, chef de service sciences au Figaro. Et merci à vous François Forget, directeur de recherche au CNRS. Je rappelle la sortie du livre auquel vous avez collaboré, le grand livre de l'exobiologie, c'est chez Belin Éducation. À très vite, à la semaine prochaine pour un prochain numéro de Planétarium.